Bonjour et bienvenue sur la chaîne De vous à moi. Aujourd'hui, je reçois David Mogiel pour débattre de son manuel pratique Comment optimiser votre chemin de vie grâce à la numérologie karmique. Certains connaissent David Mogiel grâce à son livre 31 clés pour activer la loi de l'attraction et d'autres pour ses formations ou ses soins énergétiques. Bonjour David, veux-tu apporter des précisions sur cette brève présentation? Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Eh bien, je pense que c'était déjà assez complet. Oui, on me connaît un peu. En fait, on me connaît beaucoup pour la méthode Chrysalide, qui est une méthode que j'ai conçue et dont la numérologie fait partie des outils. Et on me connaît aussi pour tout ce que je fais sur YouTube essentiellement. D'accord. Ce manuel de numérologie, alors je vais montrer, bon, évidemment, je mettrai les choses sous la vidéo. Euh, Ce manuel de numérologie karmique ou transgénérationnel permet de comprendre l'origine de nos blocages, de libérer nos peurs et de réussir sa mission d'incarnation. Autant dire un sujet important pour beaucoup d'entre nous. D'abord, est-ce qu'on a vraiment une mission d'incarnation? Certains disent oui, d'autres disent non. Mais selon toi? Selon mon expérience surtout, peut-être 30 ans d'expérience, même plus en fait, on pense souvent qu'une mission d'incarnation est une grande chose à accomplir, mais pas forcément. En fait, ce qu'on appelle communément une mission d'incarnation, c'est ce que l'âme choisit de vivre au travers de ce passage sur Terre qui dure, selon chaque personne, comme je le disais aux antennes, parfois 80, parfois 90, parfois 100, parfois 20 aussi. Et à tort, on pense que parfois la mission, c'est de sauver le monde ou d'accomplir des grandes choses, accomplir des grandes choses, mais les premières missions d'incarnation, c'est d'abord et avant tout de travailler, entre guillemets, sur certains blocages, certaines difficultés, surmonter des expériences que l'âme a vécues dans d'autres dimensions, dans d'autres vies. Et après, plus on évolue et plus on travaille sur ces aspects, plus on peut aller vers l'aide aux autres, l'altruisme, l'humanitaire aussi. Mais c'est pas des missions qui sont forcément grandioses en réalité. Ça, c'est le problème parce que quand on travaille sur les missions d'incarnation et qu'on annonce à quelqu'un que voilà, sa mission fondamentale, c'est de se libérer, par exemple, de toutes les contraintes et qu'elle pensait, cette personne, que c'était de, je ne sais pas moi, aider les gens à aller mieux. Ça peut en Oui, ça faire peut être partie, aussi mais tout simplement de libérer sa famille par exemple. de karmas ancestraux où les schémas se répètent de génération en génération. On a déjà vu ça. Euh, des, des, des mères qui répètent un cycle et qui va sur la fille et la fille répète le cycle. Ça peut être tout simplement ça, non? Arrêter le cycle. Ça peut être ça, mais c'est un peu plus complexe que ça dans le sens où, toujours selon mon expérience, parce que je parle d'expérience et pas de théorie, euh, on a tous quelques ancêtres référents et c'est pas forcément le même pour nous que pour notre frère, pour notre soeur, pour notre mère. Et parfois, on pense que certaines personnes sont là pour réparer ce genre de mémoire. Pas toujours. Mais ça fait partie des missions potentielles. C'est-à-dire qu'une personne peut choisir, enfin, l'âme d'une personne peut choisir une famille spécifique parce que non seulement cette famille va faire écho à ce que l'âme a vécu dans d'autres incarnations, et en plus, elle va pouvoir travailler sur ces aspects-là, comme elle va pouvoir aider la famille à se libérer. Mais ça, c'est très spécifique au chiffre 4 dans ma numérologie. Mais comme je l'explique souvent aux gens, c'est que, par exemple, un ancêtre référent peut être une grand-mère pour moi, et pour ma sœur, ça sera, par exemple, l'autre grand-mère, la grand-mère paternelle, et la mienne, de mon côté, ce sera maternelle. Pourquoi? Parce que nos histoires vont rentrer en corrélation avec les leurs, et les cycles répétitifs ne concernent pas forcément tous les enfants d'une fratrie. C'est-à-dire que moi, par exemple, je peux travailler sur un aspect de, je sais pas moi, de faillite que mes ancêtres ont vécu, alors que ma sœur va travailler sur un aspect d'emprisonnement que mes ancêtres auront peut-être vécu. Donc, il y a ces mémoires-là qui peuvent s'entrechoquer et faire lien avec le karmique. D'accord. J'ai vu aussi que dans cette forme de numérologie, tu ajoutes le zéro, donc ce qui n'est pas toujours le cas en numérologie, euh, mais ce numéro a une vraie importance. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Le zéro, c'est un chiffre qui est important parce qu'en fait, il traduit les cercles vicieux. Le zéro, c'est le serpent qui se mord la queue, l'ouroboros, pour ceux qui connaissent le terme. C'est le serpent qui se mord la queue et j'ai toujours trouvé étrange parce que j'ai lu quelques livres de numérologie
J'ai toujours trouvé étrange que la plupart des numérologues ne s'y intéressent pas. Parce qu'un chiffre, c'est un chiffre. C'est comme si les gens disaient le noir n'est pas une couleur ou le blanc n'est pas une couleur. Ben si, ça fait partie du prisme des couleurs. Et le zéro, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire je tourne en rond. Je rentre dans un cercle vicieux. Et le but du zéro, c'est justement de le transformer en un. Parce que le zéro, c'est le premier chiffre de la gamme. Le transformer en un, ça veut dire sortir des cercles vicieux, s'en libérer pour pouvoir avancer vers quelque chose de plus sain, aller vers des cercles vertueux plutôt que des cercles vicieux. Et je trouve ça étrange. Il y a très peu de numérologues. Les anciens numérologues s'y intéressaient, mais très très anciens. À l'heure actuelle, il n'y en a qu'une ou deux qui le font, des filles en particulier, qui s'y intéressent pas forcément avec la même vision que moi, mais je trouve ça déjà intéressant de, de considérer ce chiffre. Pourquoi l'exclure finalement? Oui, je comprends. Mais les chiffres ont l'air de faire partie de nos vies. En fait, il y a une forme de déterminisme, c'est-à-dire que, par exemple, moi, je suis en 04 au milieu, puisque ma date de naissance, voilà, je suis du mois d'avril, euh, et tu dis on doit sortir du cercle vicieux pour aller vers un cercle vertueux, mais si les chiffres nous disent que nous, c'est ça et c'est pas autrement, comment on fait pour sortir de ce déterminisme des chiffres? C'est intéressant parce que tu ne le sauras jamais Ok? si tu ne t'y intéresses pas. Et ça, c'est quand même, pour toute pratique énergétique ou médiumnique, une personne qui ne s'y intéresse pas ne sera jamais informée du fait que ben, le 4, par exemple, symbolise la famille et les mémoires familiales. En tout cas, pour ma numérologie. À partir du moment où tu t'y intéresses, moi, je ne considère pas ça comme du déterminisme, je considère ça comme une option. Tu n'es pas obligé. Voilà. Tu peux faire le choix de laisser ce 4 de côté ou les autres chiffres de ta date de naissance de côté, comme tu peux te décider, en fait, à un moment ou à un autre, à te dire, ben, voilà, j'ai un 4, ce 4, il symbolise ça. Je suis né en avril, donc il est précédé par un zéro. Eh bien, je vais peut-être creuser un petit peu. Moi, je suis pas un déterministe, je suis ni un fataliste, ni un déterministe, je suis plutôt dans l'optique, tu fais si tu veux, si tu fais pas, c'est pas la fin du monde. Ce sera pour peut-être plus tard, dans une autre incarnation. Ce que ton âme choisit, elle ne te l'impose pas. Si elle l'imposait, tout le monde en serait averti. Ton âme, elle va te dire, voilà, sur ton chemin, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à nettoyer, des choses à réparer, des choses à accepter aussi, des choses qu'on ne pourra pas changer. Et aussitôt que tu commences à t'y intéresser, tu prends conscience de ce qui influence ta vie. Et je parle d'influence plutôt que de déterminisme, parce que tu peux vivre une vie entière en ne t'intéressant au développement personnel, ni au développement spirituel, en faisant une vie entre guillemets, avec des grands guillemets basiques. Et tu peux aussi un jour te réveiller à 30 ans, 40 ans, 50 ans. Les gens souvent se réveillent après un choc émotionnel, les gens souvent se réveillent après une sorte euh, de saturation, peut-être de burn-out. Et à ce moment-là, ils commencent à s'interroger, souvent trop et souvent mal. Souvent mal, je l'ai fait aussi, c'est-à-dire à tout chercher en même temps, plutôt que de se centrer sur une problématique spécifique. Et du coup, bah, ils sont complètement dans le brouillard mental parce qu'ils s'occupent du transgénérationnel et en même temps du karmique et en même temps font de l'énergétique et puis ils vont s'intéresser à ceci et puis à cela. Non, ça c'est un red flag en spiritualité, c'est qu'il faut apprendre à centrer sa recherche. Donc il n'y a pas de déterminisme, il n'y a pas de fatalité. Pour moi, il y a juste une influence et cette influence, tu es libre de l'accepter ou pas. Oui. Mais bon, voilà, en fait, je voulais m'assurer que on peut changer les choses à partir du moment où on s'y intéresse. Parce que, par exemple, Ouais. dans les chiffres aussi, tu parles des chiffres cachés. Ou des chiffres qui viennent avec le temps. Par exemple, quand on a un surnom ou je ne sais pas si les gens prennent des pseudos. Donc en fait, c'est ajouter des chiffres aux chiffres et peut-être que justement ces chiffres viennent changer la donne. Les chiffres cachés sont les chiffres qui traduisent les processus inconscients la plupart du temps. C'est quoi un chiffre caché? Par exemple, dans le 4, il y a un 1, il y a un 3, il y a 2 fois 2, selon le calcul qu'on fait. Et ces chiffres, ils traduisent essentiellement les processus inconscients. Quand tu as un certain âge, tu choisis un pseudo, c'est que tu vas rajouter d'une certaine manière des chiffres aux chiffres qui existent déjà. Les chiffres, ils sont partout. Ton nom, ton prénom, chaque lettre correspond à un chiffre, hein. Le A égale à 1, le B est égal à 2. On va jusqu'à 9 en faisant ce qu'on appelle une table d'inclusion. Et puis on repart à 1. Donc le A équivaut à 1.
eh ben, en faisant le calcul dans ton prénom, dans ton nom de famille, tu peux aussi aller chercher certains mécanismes. Le prénom traduit surtout les influences maternelles. Si tu portes le nom de ton père, c'est les influences paternelles. Si tu portes le nom de ta mère, ben, les influences maternelles sont doublées ou renforcées. Si tu portes les deux noms de famille, comme par exemple en Espagne ou chez nous en Belgique, on peut le faire maintenant, là aussi c'est renforcé puisqu'il y a les influences maternelles fois 2, prénom et nom de la mère, plus les influences paternelles. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toute l'histoire des deux familles qui va venir se poser sur toi et que tu peux choisir ou pas de travailler avec toujours ces ancêtres référents, comme je le disais. Mais on rajoute pas des chiffres parce qu'ils sont là. Quand tu as un 4, tu vas pas rajouter 2 fois 2. Le 4, c'est 2 fois 2 à la base. Donc ça veut dire que si par exemple dans ton thème, il n'y a pas de 2, dans tes processus conscients, donc les chiffres ouverts, c'est les processus conscients, eh bien le 2 va quand même exister dans les processus inconscients. Dans ma numérologie, le 2, c'est le chiffre des dépendances notamment, de la communication aussi. Ben, il existe dans le 4, mais il existe dans le 4. Ça veut dire que les dépendances, etc., sont issues du 4. Et le 4 traduit tous les mécanismes familiaux. Donc peut-être qu'une personne qui porte le 4 a connu dans sa jeunesse, dans ses mécanismes familiaux, des situations qui l'ont amené à fuir dans une dépendance. Voilà, ça c'est une question que moi j'ai souvent relevée dans mes consultations à l'époque. Et ça traduit beaucoup la manière dont l'enfant, ou une fois que l'enfant est devenu adulte, a répondu finalement à toutes ces influences familiales qu'il portait. Alors dans mon système numérologique, il y a trois cycles. Il y a le premier cycle de 0 à 30 ans qui est traduit par le jour de naissance. Il y a le deuxième cycle de 30 à 60 ans qui est traduit par le mois de naissance. Parfois, c'est le même, hein. Il y a des gens qui sont nés le 4 du 4 ou le 5 du 5. Et il y a le troisième cycle qui est traduit de 60 au jour du départ par l'année de naissance. Ces cycles vont amener certaines spécificités. C'est-à-dire que de 0 à 30 ans, la personne va être confrontée à certaines situations selon ses chiffres. Et puis, soudainement, à 30 ans, ces situations disparaissent, puisqu'elles rentrent dans un nouveau cycle. Sauf Mhm. si le chiffre du jour de naissance est le même que celui du mois de naissance, ou se retrouve dans l'année de naissance. Par exemple, une personne qui est née le 2 du 12, ben, le 2 va de nouveau se représenter dans le mois de naissance. Et c'est comme ça que ces cycles permettent parfois de comprendre aussi pourquoi à certains moments, certaines situations surviennent et pourquoi à certains moments, des situations récurrentes du passé ben, disparaissent presque comme par magie, qu'on les ait comprises ou pas. Si on ne les a pas comprises, travaillées ou transmutées, elles se représenteront soit dans le thème si les chiffres reviennent, soit Bon, ben, plus tard dans d'autres incarnations. ok. Alors j'essaie de voir moi si parce qu'en fait moi dans mon premier chiffre c'est 28. Alors on peut dire aussi qu'il y a 2 fois 4 dans le 8. Ouais. Je ne sais pas si ça marche comme ça. Mais il y a aussi le 2 qui est la dépendance. Le 8 c'est l'harmonisation. Euh, Ça veut dire que j'ai 30 ans pour harmoniser ma vie, enfin les 30 premières années, c'est ça? Ça veut dire que ta recherche ou la recherche de ton âme pendant ces 30 premières années, alors le 28 c'est 10, 2 plus 8. Oui, Donc on retrouve le zéro aussi. La recherche de ton âme pendant ces bien. 30 premières années va consister à trouver un équilibre justement entre tes zones de dépendance, Mm. ce à quoi tu dépends. Alors on ne dépend pas toujours à quelque chose de grave, hein. On peut dépendre d'une série, on peut dépendre d'une sortie habituelle tous les vendredis, on peut dépendre de son petit gâteau à 4 heures, on peut aussi dépendre de l'alcool et de la drogue. Et donc le 2 va te dire, voilà, tu arrives dans ta vie avec un système qui préconise ta vie à la dépendance, quelle qu'elle soit. Ça peut être aussi une dépendance affective. Souvent, la dépendance affective, c'est avec le dernier 2 de l'année de naissance. Ce 8 va te dire, il faut trouver un équilibre. Le 8, c'est le chiffre du positionnement, de l'équilibre, de l'harmonie. Plus tu t'affirmeras en tant que toi, Mm. avec le 8, moins la dépendance se manifestera. Tout ça nous donne un 10. Alors effectivement, le 8, c'est 2 fois 4. Le 2, c'est 2 fois 1. Le 8, c'est aussi 7 plus 1, c'est aussi 6 plus Ouais. 2. On retrouve quasi tous les chiffres dans le 9 aussi, hein, par exemple. Eh bien, le 10 te dit, une fois que tu te libéreras, tu pourras comprendre tes cercles vicieux, le 0. Et une fois que tu comprends tes cercles vicieux, eh bien, ils n'ont plus forcément lieu d'être. Oui, peuvent disparaître d'eux-mêmes. Mm. Mhm. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est que pour chaque chiffre,
tu as mis tout, il y a énormément d'informations pour un seul chiffre. Ouais. Euh, on peut dire il y a le chemin initiatif du chiffre, euh, il y a mince, il y a Est-ce qu'il nous raconte? les schémas, voilà ce qu'il raconte. Alors je sais plus, où j'ai mis ça, oui, le chemin initiatique, ce qu'il raconte, ses aspects karmiques, transgénérationnels, sentimental, relationnel, familial, professionnel, finance, spirituel. Tout ça pour chaque chiffre. Je trouve que c'est très super riche. Il y a aussi, on parle du Graal du chiffre, des fameux trois cycles dont on vient de parler, des trois cycles de 30 ans. Euh, je trouve que c'est un superbe outil. Alors, il faut vraiment se plonger dedans, dans ton bouquin, parce que, enfin, c'est un manuel, hein. Donc, c'est vrai qu'il y a des exercices, il y a de quoi avancer. Il y a cette partition, en fait, je trouve ça très joli, partition de Mm. trois lignes, la voix du cœur, la voix de la terre et la troisième voix qui est celle De l'âme, de l'âme, oui. la voix de l'âme. Et tu présentes ça vraiment comme une partition, donc comme si la vie était, avec les chiffres, était une musique, une partition qu'on doit jouer soi-même et qu'on doit apprendre à moduler. Enfin voilà, je trouve ça vraiment très intéressant, la manière dont tu as mis ça en pratique, puisqu'on parle d'un manuel. Et, je me demandais si, parce que sur l'exemple, il y a trois lignes, on peut mettre les chiffres. En plus, tu présentes les chiffres en donnant pour chacun leur représentation dans ces trois lignes. Euh, il y a quelque chose de très poétique dans ta manière d'aborder les choses et en même temps de très pragmatique, ce qui peut paraître parfois contradictoire, mais j'aime beaucoup cette manière d'avancer sur notre propre chemin, en fait, en comprenant ce qui se passe sur cette partition. L'idée de la partition, c'est euh, Lise, avec qui j'ai collaboré pour écrire le livre. Historiquement, en fait, c'est parti d'une boutade. Je donnais cours ici, à la maison. Lise venait à quelques formations et puis c'est devenu une personne un peu plus. Enfin, c'est devenu une copine. Et un soir, après une formation, justement, je parlais de numérologie. Ben, elle m'a dit, écoute, c'est intéressant, on devrait en écrire un livre. Et je lui ai répondu, ben, banco, allons-y. Elle m'a présenté toutes ses notes de cours, lesquelles je suis parti pour travailler le livre. Et ça a été un gros travail quand même. Et c'est elle qui a eu l'idée de la partition, en fait, parce qu'il y avait les trois lignes lui faisaient penser à une partition musicale. Et on est très pragmatique pour deux raisons. Lise est institutrice, donc elle est très organisée, très carrée, plus que moi. Et moi, j'ai quand même un parcours qui m'aurait amené, si j'avais pas vécu certaines expériences, à être dans le domaine scientifique ou médical. Donc j'ai vraiment ce côté très terre à terre. C'est ce qui fait, je pense, ma force tout en faisant ma faiblesse. Ça fait ma force parce que moi, j'aime bien découvrir, j'aime bien chercher, j'aime bien expérimenter cette numérologie. Il m'a fallu plus de 10 ans, presque 15 en fait, pour la renforcer, on va dire, pour la vérifier auprès des gens qui venaient en consultation. Et j'ai ce côté parfois trop cartésien et il y a beaucoup de choses auxquelles je ne crois pas ou plus dans la spiritualité. Donc c'est ma force et ma faiblesse. Maintenant, l'idée de la partition, c'est aussi pour faire comprendre aux gens qui lisent le livre, qui, je ne le cache pas, est un support aussi pour la formation en ligne que j'avais enregistrée avec Ray Daniel. Euh, alors, ils sont indépendants et c'est pas indispensable d'avoir le livre pour faire la formation ni d'avoir la formation pour comprendre le livre. C'est juste des outils complémentaires comme l'oracle que j'avais fait aussi. Euh, c'est l'idée de mettre en harmonie, en fait, de mettre ta vie en musique parce que s'il y a une chose que j'ai bien comprise au fil de mon expérience et de ma vie, c'est que c'est un jeu et que plus tu t'amuses dans ta vie, plus tu t'amuses à voir ta vie comme étant une succession d'expériences, de pièces de puzzle qui se mettent ensemble, plus tu la vis avec un sentiment de détachement qui ne t'empêche pas de la gérer et de la gérer au mieux. Donc voilà, cette idée de partition, quand elle me l'a suggérée, j'ai trouvé ça génial et je l'ai reprise. Et c'est vrai que les chiffres s'harmonisent entre eux dans le sens où c'est tout un chemin, du 0 jusqu'au 9, en allant parfois même au-delà. C'est tout un chemin parce que le but de l'âme, c'est quoi? C'est d'évoluer.
Et je suis presque convaincu, même si j'ai jamais pu le vérifier, que d'une vie à l'autre, notre chemin de vie évolue sur cette partition. C'est-à-dire qu'on sera un jour chemin de vie 1, puis dans une incarnation différente, chemin de vie 2, et puis 3, et puis 4, et puis 5. Et de fil en aiguille, on peut évoluer comme ça. Ça, j'en suis convaincu sans avoir pu. Malheureusement, c'est pas pour, euh, pour cette vie, ou du moins, c'est pas dans cette vie physique qu'on peut le vérifier, parce que ça, il faut vérifier d'une incarnation à l'autre, mais que, voilà, j'ai cette conviction. Ouais, bah alors moi j'ai fait par rapport bah, aux cours, hein, parce que les cours sont très bien hein, aussi. Donc je suis en chemin de vie 9. Donc normalement ça veut dire que je suis censée avoir terminé un cycle. Bon voilà, je ne sais pas ce qu'il en est pour de vrai. Alors Euh, voilà, je t'explique. Un jour, alors moi, je reçois toutes les informations médiumniquement et je les vérifie par la suite. C'est-à-dire que, il y a ce côté toujours, j'ai besoin de vérifier ce que je reçois ou perçois. La numérologie, je l'ai reçue médiumniquement, je l'ai vérifiée, je l'ai élaborée euh, pour pouvoir l'enseigner d'abord et puis écrire le livre et faire la formation. Mais ce que j'ai reçu comme information et qui semble s'avérer de plus en plus au fur et à mesure des travaux que je propose, c'est que l'âme choisit des cycles d'incarnation. On ne va pas rentrer dans la temporalité parce que je ne crois pas à cette temporalité linéaire et pour moi tout se vit plus ou moins de manière simultanée. Mais au-delà de ça, elle choisit des cycles. C'est-à-dire qu'elle va choisir des cycles de 7, 8, 9, 10 vies qui seront d'abord des cycles féminins ou des cycles masculins parce que le sexe est important. Euh, Au cours de ces cycles, elle va essayer de travailler sur certains aspects. Si durant le cycle, un aspect est complètement résolu et compris, et je vais expliquer ça plus en détail tout de suite, eh bien, ce qui va se passer, c'est que elle va changer ses choix pour les autres vies de ce cycle-là. Alors, ça ne m'étonne pas du coup qu'on puisse avoir un chemin de vie 1, puis 2, puis 3, puis 4, puisqu'elle vit des cycles. Et ça permet vraiment d'aller en évolutif. Alors, je donne un exemple. Imaginons que dans une incarnation passée, l'âme a connu une vie durant laquelle elle a été, euh, on lui a imposé son mariage et qu'elle a eu un mariage très malheureux parce qu'elle n'a pas pu choisir la personne de son cœur, mais la personne qu'on lui a imposée. Et dans cette vie-là, elle s'est enfermée dans son mariage, elle s'est isolée dans son mariage, elle était loin de son mari ou de sa femme, et elle ne vivait pas vraiment avec l'amour, mais plutôt avec l'obligation. Eh bien, elle va choisir un nouveau cycle d'incarnation durant lequel elle va essayer vraiment de travailler sur la notion d'amour. C'est-à-dire, je ne choisis pas un mari ou une femme par sécurité ou parce que mon mari ou ma femme convient à mes parents, mais je le choisis parce que je suis vraiment dans l'énergie du cœur et c'est cette personne-là que j'ai besoin avec qui j'ai besoin de partager ma vie. Et c'est comme ça, en fait, qu'on résout les choses. Et c'est ça aussi la mission de vie. Parce que il y a un principe qu'on m'a enseigné pendant mon sommeil, surtout, c'est le principe du triangle de Karpman, c'est-à-dire l'aspect bourreau, victime et sauveur. Dans une incarnation ou dans plusieurs incarnations, l'âme va vivre la même expérience, euh, tantôt bourreau, tantôt victime, tantôt sauveur. Et en fait, qu'est-ce que ça va apporter à l'âme? Ça va lui permettre de comprendre tous les aspects de cette même expérience. Alors c'est pour ça que parfois on peut vivre des situations récurrentes, mais pas toujours dans la même position. On peut par exemple subir une rupture difficile, puis on peut être la personne qui est à l'origine d'une rupture difficile, et puis on peut être le témoin d'une rupture difficile. Et comme l'âme évolue avec les émotions, eh bien en prenant conscience des trois émotions par rapport aux trois positions, elle va pouvoir grandir et évoluer et réparer aussi ses mémoires à elle. d'accord. C'est c'est vraiment très intéressant de voir ce qu'on peut faire en fait à partir des chiffres et des problèmes qu'on peut résoudre ou en tout cas aborder euh, pour simplifier en fait les choses. Parce que je trouve que certaine manière, ça simplifie. Ben, simplifier, c'est un peu mon credo en fait, hein. Parce que je trouve que la spiritualité, depuis une vingtaine d'années, se prend beaucoup trop la tête, comme je le disais, hein. Il m'est arrivé d'avoir des gens qui sont arrivés en consultation à 14 heures, ils revenaient de leur kinésio. Après ça, ils allaient revoir quelqu'un qui faisait du shiatsu. Le lendemain, ils allaient faire un week-end au tambour. Et puis le lundi, ils avaient déjà prévu ceci. Et puis le mercredi suivant, Ouais. ils avaient prévu ça. À un moment, ça surcharge énergétiquement et ça complique les choses. C'est-à-dire que notre énergie, c'est une sorte de récipient. Ce récipient, il peut se vider, mais il peut se remplir aussi.
Et plus on fait de choses, plus ce récipient va se remplir, à un moment, il va déborder. Et quand il déborde, ben, on est en burn-out spirituel. Ah, je l'ai connu, le burn-out spirituel, parce que je parle des gens, mais je l'ai fait aussi, moi, au début. Je courais les médiums et les voyants pour comprendre mes capacités. Et puis, il faut toujours considérer le temps d'intégration. C'est-à-dire que j'envoie un travail à quelqu'un, par exemple, je fais beaucoup de travaux écrits ou des travaux enregistrés en MP3, j'insiste toujours en disant laisse infuser pendant 3 4 jours avant de le relire. Parce qu'en fait, l'énergie va absorber l'information. Et souvent, les travaux que je propose ne parlent pas directement ou ne résonnent pas directement auprès de la personne, mais quand ils le relisent 3 4 jours après infusion, en fait, ça prend un tout autre sens. Et c'est valable pour tout. C'est-à-dire que quand on fait un soin énergétique, il faut 21 jours pour que le soin s'intègre parfaitement et se stabilise. Si on Oui. fait d'autres soins entre-temps, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont rentrer en collision. Et donc, je trouve que ça se complique beaucoup parce que les gens ne comprennent plus, parce que la plupart des thérapeutes et praticiens actuels, c'est pas une critique, mais je le constate, ne le savent pas forcément. Il y a ce temps d'intégration qui est. Alors, on le fait en Reiki, hein. En Reiki, il y a toujours 3 semaines d'intégration, mais on le fait en Reiki, mais pas dans d'autres pratiques. Donc, ça se complique, ça se prend la tête, euh, ça ne s'enrichit pas toujours parce que simplement, il y a cette surcharge énergétique et le burn-out spirituel existe, hein. Tu parlais du Reiki, alors je ne sais pas si tu es au courant ou si tu es d'accord avec ça ou pas d'accord avec ça. Il semblerait que les symboles du Reiki soient parasités ou infestés. T'as entendu parler de ça? Alors, je l'ai entendu de la part de certains maîtres Reiki, en fait. J'ai donné énormément de consultations dans ma vie. Pour l'instant, j'en propose plus, mais j'ai reçu à certains moments euh, énormément de maîtres Reiki qui s'interrogeaient parce qu'en fait, ils ne ressentaient plus la même énergie quand ils pratiquaient. Je ne suis pas contre le Reiki, je suis contre rien. J'avais fait une vidéo à l'époque qui s'appelait Les dangers du soin et du Reiki en particulier. Ma meilleure amie qui est maître Reiki m'en a un peu voulu. Mais l'idée, c'est que pour parler sans langue de bois, et je l'ai vécu dans mes propres formations, on vit à une époque où les gens, après 2 jours, ils se disent, OK, j'ai eu un week-end où j'ai fait premier degré Reiki. Le lundi, je peux déjà faire des soins sur les gens. Non, parce qu'il y a ce temps d'intégration. Non, parce que tu ne connais peut-être pas encore tous les tenants et aboutissants. À l'époque, j'ai reçu certains maîtres Reiki qui s'interrogeaient. Certains ont arrêté parce que le Reiki était tellement accessible à tous et à n'importe qui que certains sont rentrés dedans pour une prise de pouvoir financière. C'était facile à l'époque, c'était la mode. Donc les gens, ils faisaient leur intégration Reiki en quelques semaines. Il y en a qui le font en 2 semaines, hein. Ils font les 3 4 degrés en 2 semaines. Et ils prenaient des clients et puis en fait, ils parasitaient le symbole. Alors il y a différentes sources. Ça, on m'a donné l'information. Il y a différentes sources de connexion au Reiki. Il y a les sources qui sont entre guillemets accessibles à tout le monde, et puis il y a des sources qui sont un peu plus élevées, qui ne sont pas forcément accessibles à tout le monde. Et c'est une question en fait j'ai envie de dire, de pureté de cœur, c'est-à-dire que plus tes intentions sont bénéfiques et bienveillantes, en fait, plus tu vas aller te connecter à une source qui n'est pas parasitée. Donc moi personnellement, quand on me parle de Reiki, je dis attention, et je connais des maîtres Reiki qui sont exceptionnels, qui sont pas dans le pouvoir, qui se demandent parfois même ce qu'ils vont manger le soir, tellement ils sont dans la mouise. Et j'en connais d'autres qui, malheureusement, feraient mieux de faire autre chose. Voilà. Comme dans tout, en fait, hein. Alors toi, tu as commencé à avoir on va dire des capacités ou des dons, enfin voilà, chacun a des nominations différentes pour parler de la même chose. Tu as vécu une EMI et c'est ce qui a déclenché tout le reste de ta vie, en fait, qui a changé. Tu faisais quoi auparavant? J'étais étudiant. Alors, quand j'ai vécu mon expérience de mort imminente, j'étais encore à l'école et j'étais en section scientifique. J'hésitais entre devenir neurochirurgien, journaliste scientifique ou criminologue. Rien à voir. Et donc, j'ai bon, les gens qui me connaissent ont déjà entendu 1000 fois, mais ceux qui me connaissent pas encore, j'ai eu attrapé une tumeur à l'âge de 16 ans. Cette tumeur, il a d'abord fallu 2 ans pour qu'on la découvre. C'était une douleur qui était associée à une tendinite. Donc pendant 2 ans, on m'a soigné pour une tendinite. Et à un moment ou à un autre, ma mère a dit ça suffit, ça n'avance pas. Et on a changé de médecin. Et le médecin a découvert la tumeur. Il l'a découvert
je sais plus quel jour exactement, mais genre le lundi et le mardi, il a dit on opère, hein. C'est direct, on opère. C'était Pendant cette opération, pardon, une tendinite, mais ça d'un bras. c'était pas une tendinite en fait, c'était la douleur que moi j'exprimais ressemblait à une tendinite, à celle d'une tendinite, mais ça ne l'était pas. C'était à l'épaule, en fait, c'était dans les côtes. La tumeur était dans les côtes. Donc on m'a opéré à gauche, on m'a enlevé 2 morceaux de côte, un morceau de poumon, et, euh, et j'étais censé d'ailleurs rester handicapé du bras gauche. On m'avait annoncé que je pourrais plus l'employer, mais ça va. Et donc on m'a opéré. Et j'ai vécu cette expérience de mort imminente en hypnose. Je l'ai pas vécu, je n'en avais pas souvenir parce que c'est pas une expérience où je suis sorti de mon corps pour traverser un tunnel, etc. C'est une expérience où en fait je me suis retrouvé dans un entre-deux. Et dans cet entre-deux, en fait, j'ai entendu des personnes qui discutaient. Je ne les voyais pas, je ne faisais que les entendre et qui me demandaient ce que j'avais accompli. Et parmi ces personnes, une a dit, il n'a pas encore touché sa mission du doigt, on le renvoie. Et ça, je l'ai vécu sous hypnose à plusieurs reprises. Et puis, au sortir de cette opération, j'ai été métamorphosé. Certains m'ont parlé d'un walk-in, donc que ça aurait été une autre âme qui aurait incarné mon corps pendant cette opération. Et j'ai déjà eu une vision la première nuit. C'est-à-dire qu'à l'hôpital, la première nuit, la deuxième nuit, parce que la première nuit, j'étais en soins intensifs. Quand je suis revenu dans ma chambre, la deuxième nuit donc, en plein milieu de la nuit, j'ai vu une femme qui me prenait l'attention, une infirmière, qui me regardait. Elle était englobée de lumière, mais pour moi, c'était l'effet de la morphine. Et elle m'a regardé, elle m'a fait chut, et je me suis rendormi. Le lendemain matin, je vois l'infirmière du service et je lui dis, elle est où l'infirmière qui était là cette nuit et qui m'a pris la tension? Elle m'a répondu, l'infirmière, personne n'a pris votre tension cette nuit. Elle a vérifié les papiers. Elle me dit, personne n'a pris votre tension depuis hier soir. Ça aurait pu s'arrêter là. Sauf que cette infirmière que j'ai vue euh, pendant cette nuit à l'hôpital, j'ai bien enregistré son visage. Je l'ai rencontrée des années après. C'était une fille qui n'était absolument pas infirmière. C'était une fille qui avait mon âge. Donc, dans ma vision, l'infirmière était un peu plus âgée. J'avais 18 ans. Moi, je l'ai rencontrée, j'avais 24, 25 ans. Et cette fille est la fille qui m'a amené à écrire. C'est-à-dire que c'est une fille qui fréquentait un groupe d'amis que j'ai vu 3 fois dans ma vie. Et à l'époque, elle écrivait un petit peu, elle faisait du théâtre. Je lui avais fait lire des poèmes que j'avais commencé à écrire après mon opération. Et elle m'a dit, ce serait bien que tu fasses des romans parce que chacun de tes poèmes laisse la porte ouverte pour aller plus loin. Et c'est là que j'ai commencé à écrire en réalité. Donc, tu as écrit des romans? J'ai écrit plein de romans, mais D'accord. il y en a pas vraiment un roman. Le seul livre pas spirituel, on va dire, que j'ai publié, c'est le témoignage d'une femme qui est sortie de Auschwitz. On m'a demandé d'écrire son témoignage. Elle est malheureusement décédée maintenant, mais en termes de romans, j'en ai écrit plusieurs que je n'ai jamais publiés. Ils sont toujours D'accord. dans mes tiroirs, simplement parce que mon écriture à 18, 19, 20 ans était beaucoup plus naïve, beaucoup plus Oui, enfantine et que j'ai affiné mon style et que je n'ai jamais le courage de les reprendre pour les réécrire. ouais, oui, il faut du temps. Il faut du temps. Du temps et puis une forme d'autocritique quoi, pour faire un enseignement. Aussi, Mais surtout. bon, ça peut en valoir la peine. Peut-être qu'il faut en choisir un au hasard ou un qui semblait plus important à l'époque. Figure-toi que celui que j'ai ressorti maintenant pour le présenter à mon éditeur, mais il n'est pas encore. Je vais reprendre de zéro. C'est cette histoire, justement. C'est tout ce qui m'a amené. C'est appelé Renaissance, mais c'est cette histoire, tout ce qui m'a amené à aujourd'hui, en fait. Oui, c'est intéressant. Mm. Moi, Je trouve. j'écris aussi, c'est pour ça que Oui, je sais. Comment ça, tu sais? Ça se voit. Ça se J'ai- voit dans l'énergie des gens. Ah, non. Il y a des gens, en fait, dans leur énergie, je vois des outils. Je te donne un exemple. Un jour, j'ai reçu une femme ici, 72 ans, quand elle est venue me voir, et en fait, je voyais des pinceaux dans son énergie.
Et je lui ai dit, tiens, je vois des couleurs et des pinceaux dans ton énergie, ce serait bien que tu t'y mettes. Elle m'a rayonné en disant, David, je suis tellement maladroite, si je prenais un pinceau entre les mains, je risque encore de te crever un œil. Bah, figure-toi que cette femme, 74 ans, donc 2 ans plus tard, elle m'a envoyé des photos de certaines toiles qu'elle avait peintes. Elle s'y D'accord. était mise. Voilà. Mm. Oui, ben moi aussi, j'ai Je t'interromps, excuse-moi. compris. Ma vision de l'énergie est un peu spécifique. Je sais que très peu, j'en parle avec beaucoup de médiums, j'en ai parlé avec beaucoup de médiums. Dans l'énergie de la personne, je vois toutes les personnes qui ont exercé une influence sur elle. Je vois tous les outils qu'elle peut développer ou pas. Je vois des mémoires karmiques, je vois les mémoires transgénérationnelles et les ancêtres auxquels la personne est reliée. Quand je dis je vois, c'est une vision intérieure, hein, c'est pas une vision extérieure. Et je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et j'ai une lecture très spécifique parce que j'ai appelé ça carte mentale, carte énergétique. J'ai, on dit souvent que beaucoup de médiums, en fait, quand on va les voir, ils lisent juste ce qu'on a dans l'esprit. C'est vrai, il y a la carte mentale, c'est-à-dire que quand la personne s'interroge, est-ce que je dois quitter mon mari, est-ce que je dois changer de boulot, machin, ça, c'est la première chose que j'évacuais quand je faisais des consultations. Donc, je disais aux gens, je vais te parler de toi et de ce que tu penses pour l'instant pour faire de la place à d'autres choses derrière. Et la carte énergétique, je vois j'ai une vision de comme un ciel étoilé avec des étoiles qui brillent. Et chaque fois que je me connecte à une étoile qui scintille ou qui brille, je reçois des informations. Alors ça, c'est quand je travaille surtout à distance. Quand je suis en face à face, j'ai Mm. d'autres manières de lire les choses. Et donc, par ce biais, je peux recevoir pas mal d'infos, notamment sur les outils que l'âme a utilisés. Je peux savoir aussi les vœux de vie antérieure. Je peux savoir en fait à peu près tout. Mm. Et qu'est-ce que tu vois sur moi? Parce que comme tu as vu que j'avais des outils pour écrire. Alors, ça va peut-être te paraître aujourd'hui, peut-être que ça va pas résonner. Ce que je vois autour de toi, c'est beaucoup de terre. Donc la terre, ça veut dire le travail de la terre, soit de la poterie, soit de la céramique, soit par un autre moyen. Ce que je vois autour de toi, c'est une énergie. Tu vas me dire, est-ce que je peux te le dire devant tout le monde ou pas? Tu me le dis, hein. Si tu veux pas, bon, il n'y a rien de très Ah, intime et de privé. Mais ce que je vois autour de toi, c'est l'énergie de la mémoire d'empêchement. Alors c'est quoi? Beaucoup de tes ancêtres, femmes surtout, qui n'avaient pas pu se réaliser parce qu'elles étaient destinées à d'autres choses. Quand je parle d'ancêtres, ça peut même toucher directement la mère, même si ça la touchera différemment des ancêtres, par exemple, du XVIIe siècle. De femmes qui, en fait, se destinaient, par exemple, à devenir institutrices, mais à qui on a dit non, tu feras ça ou tu feras rien du tout parce que tu es une femme. Et ces mémoires-là, en fait, ce sont des mémoires qui t'invitent, toi, à travailler sur ta libération de cet aspect féminin en faisant les choses qui te parlent, en faisant les choses qui résonnent en toi et en ne te bridant pas, en ne te brimant pas et en ne t'empêchant pas de faire des choses par, comment on appelle ça encore, par, par respect pour tes ancêtres en fait. Donc il y a peut-être des choses dans ton passé que tu t'es empêché de faire ou que tu as hésité à faire simplement parce qu'il y a cette euh, fidélité familiale, mais au fur et à mesure, et probablement que ça a dû s'ouvrir chez toi vers 35-40 ans, il y a cette manifestation de la femme et de l'autorisation que la femme ne doit pas demander pour faire et pour être. mm. C'est-à-dire, j'ai pas besoin de demander l'autorisation pour faire ce que je veux ou pour faire ce que j'ai envie d'être. Ça, voilà, ça, ça fait longtemps que je suis dans cette phase où je fais plein de trucs. Donc, je suis pas dans la terre, mais je fais par exemple des choses en résine époxy. J'écris, j'ai déposé des brevets. En fait, voilà, je me suis rien empêché. Mais donc j'ai écrit plusieurs livres. Certains ont été publiés, d'autres je les ai publiés toute seule parce que je trouve que ça rapporte pas beaucoup de sous d'avoir un éditeur. Enfin, quand l'éditeur fait son job, c'est bien. Quand il fait de la promo, tout ça. Donc, mais bon, il y en a qui font pas ça, donc du coup, c'est peine perdue, quoi. Mais voilà, je me suis tout autorisée, on va dire. Mais pour autant, peut-être la forme d'empêchement, elle est apparue différemment, c'est que je n'ai aucun succès, tu vois, sur tout ce que j'ai fait. Alors ça, c'est les plafonds, en fait, hein, Oui. qui touchent tout le monde. Et pour revenir à l'éditeur, évidemment, quand tu t'appelles Stephen King ou Bernard Werber, bon, c'est autre chose, mais tu as tes plafonds, en fait. C'est-à-dire que si toute ta jeunesse, tu as entendu tes proches
se limiter mm, en se disant oui, je peux pas changer de boulot parce que la sécurité, je dois nourrir ma famille, ou bien encore, je mérite pas plus que ce que je gagne, etc. Tu crées tes propres plafonds. Et ces plafonds, il faut les faire sauter. Et c'est intéressant parce que c'est pas forcément de l'empêchement, en tout cas pas conscient. C'est ces mémoires que tu portes ou qu'on t'a directement infligées. Parce que les mémoires, elles ne concernent pas que les ancêtres, elles concernent directement les parents, en fait, hein. Bon, les parents sont souvent, ça ruisselle souvent. Mais aussitôt que tu comprends ton plafond, c'est ce que je travaille dans 31 clés pour activer la loi d'attraction. Aussitôt que tu comprends ton plafond, tu peux le faire sauter. Il y a des gens, il y a des tabous en France, en Belgique. C'est pas comme ça aux États-Unis. J'ai jamais été, mais des gens que je connais qui ont vécu aux États-Unis, ils me disent c'est pas comme ça là-bas. Euh, on se limite pas là-bas. On a cet état d'esprit millionnaire, entre guillemets, je lance mon entreprise et ça va cartonner. Ici en France, en Belgique, euh, quand tu demandes à quelqu'un, tu as besoin de combien pour vivre, elle va te dire d'abord 1 500 euros, ça me suffit. Mais aujourd'hui, tu fais plus rien avec 1 500 euros, ouais, euh, à moins de vivre en autonomie totale. Eh bien, quand tu pètes le plafond, il y a des gens, ils vont passer 1 500 euros à 30, 40, 50 000 euros. Mais si tu vas à 30, 40, 50 000 euros, tu peux aussi aller à 2 millions d'euros. C'est pas une question de montant, c'est d'abord une question de limitation. Mais j'ai eu le cas inverse, figure-toi. J'ai eu des gens qui ont mis un plafond. C'est-à-dire que j'ai un jour, par exemple, reçu une femme, il y a une dizaine d'années, elle s'est posée devant moi en disant, ben voilà, ma vie est occupée à éclater. Elle dit, je suis avocate en droit international, pour l'instant, je gagne 50 à 60 000 euros par mois. Mon mari est médecin, il gagne 200, 300 000 euros par mois. Mes enfants se destinent à faire Mestine pour l'un et droit pour l'autre. Et elle dit, moi, j'arrête tout. Et mon mari veut plus que je sois à la maison, il veut que je parte, et mes enfants ne me parlent plus. Il dit, parce que j'ai plus de conviction dans ce que je fais, et en fait, je veux aider les gens. Donc, je vais ouvrir une association avec une amie qui est avocate et qui a la même vision que moi. Et je gagnerai sans doute pas plus de 1 200, 1 300 euros par mois, mais je serai heureuse. Et en fait, elle s'est mise un plafond, mais tout a éclaté autour d'elle. Pourquoi? Parce que avant, son plafond était beaucoup plus élevé. Mais du coup, elle a attiré à elle des gens qui étaient dans cette même dynamique, son mari qui gagnait autant, etc., etc. Donc, il y a des gens qui peuvent, à un moment ou à un autre, positionner un plafond. J'ai été très surpris à l'époque de découvrir que certaines personnes n'osaient pas afficher leur argent. J'ai reçu des personnes ici qui étaient millionnaires et qui vivaient comme si elles étaient au SMIC. Oui, mais la jalousie, mais l'escroquerie, etc. Et ça, c'est les plafonds qu'on se met. C'est pas toujours je ne mérite pas plus. Les plafonds qu'on se met, c'est attention, euh, l'argent c'est sale, etc., etc. Donc voilà, il faut juste déterminer le plafond qui n'est pas toujours financier. Parfois, c'est juste une croyance. ouais. Moi, j'ai pas eu vraiment l'impression d'avoir des plafonds. Le seul truc, peut-être, c'est que quand j'étais jeune, on me disait que, il fallait en baver, quoi, pour y arriver. Voilà. Ouais, moi aussi. Voilà, ça, voilà, c'est vraiment quelque chose qui était un peu en moi, enfin, que tout se mérite. Alors qu'aujourd'hui, on voit bien il y a des choses qui sont pas de cet ordre-là. Enfin, des jeunes qui font des carrières absolument incroyables sur des choses qu'on n'aurait pas imaginées. Donc, voilà. Bon, on va peut-être Mais regarder. oublie pas que dans ma génération, en tout cas, mes parents sont des enfants de la guerre. Donc, Oui. ils ont connu l'épicier qui était rationné, qui est rationné en farine et en lait. Et c'est vrai que de là, ils ont appris à se battre. Moi, je suis pas un enfant de la guerre, je suis le fils d'un enfant de la guerre. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Mais il y a aussi des karmas de siècle. Et ça, j'en parle dans le livre, je crois, parce qu'il y a des passages que j'ai enlevé une centaine de pages et j'ai pas relu. C'est étonnant, mais quand tu écris un livre et quand tu le corriges, tu le lis pas. Donc, je connais le contenu parce que je fais ça depuis des années, mais je sais pas si cette partie est dedans. Il y a le karma de siècle. Le karma du XXe siècle, c'était justement la recherche de sécurité. Parce qu'il y a eu les deux grandes guerres notamment, et puis la guerre du Vietnam et la guerre du Golfe, etc. Mais là, on est dans le nouveau 21 dans le nouveau siècle, le 21e siècle, où la recherche, c'est justement euh, sortir du système de dépendance, ne plus dépendre d'eux. Parce que quand le 2 est le chiffre de la dépendance, les années 2000, il y a 3 zéros derrière. Donc les zéros, c'est OK, ta dépendance, c'est un cercle vicieux, donc il faut essayer d'en sortir.
Puis il y a ouais, 2001, libère-toi. Puis 2002, attention parce qu'on rentre de nouveau dans ce cycle de dépendance. Mais voilà, les karmas de siècle insinuent beaucoup de choses aussi dans nos générations et notre manière d'être et de penser. ouais. 2026, c'était normalement une année une. Ben, c'est d'abord une année 10 avant d'être une année 1. Ouais, c'est vrai C'est, qu'on réduit toujours là. on Non, réduit toujours. Moi, je réduis pas. En fait, je réduis, mais j'interprète toujours la somme avant réduction. ouais, Toujours. Parce que elle a des choses à dire. Que tu sois chemin de vie 8 avec un 35 ou chemin 8 avec un 26 ou chemin de vie 8 avec un 17, c'est pas la même chose. Donc j'interprète toujours avant réduction et après réduction. L'année 10, c'est la roue de fortune. La roue de fortune, c'est quoi? C'est la roue tourne, mais pas toujours dans le bon sens. Et pour qui elle tourne? Et comment elle tourne? Elle tourne en fonction de ce que tu as mis en place ou pas. Elle tourne aussi pour l'instant un petit peu pour les systèmes dans lesquels on évolue ou on n'évolue pas. Elle tourne un peu partout et un peu n'importe comment parfois. Mais avant d'être un 1, c'est un 10. Mais c'est aussi un 10 issu du 2 et du 6. C'est pas un 10 issu du 7 et du 3. C'est pas un 10 issu du 6 et du 4. C'est un 2, 2, 6, avec un zéro qui se plante au milieu. Donc l'année 2026, c'est une année où justement on interroge tous les systèmes et tout ce de quoi on s'est rendu dépendant. On s'est rendu dépendant de ce système parce que ce système nous offre de la nourriture à foison, parce que ce système, on peut râler dessus, parce qu'il y a des taxes et tout ça, mais ce système d'une certaine manière nous protège, même si c'est pas toujours bien fait, parce il y a des systèmes de sécurité, il y a l'hôpital, il y a tout ça. Et maintenant, il faut réveiller son pouvoir créateur avec le 6 pour sortir du cercle vicieux que le système a induit en nous. Parce qu'il a effacé, il a éteint notre pouvoir créateur. Parce qu'à l'époque, je dis à l'époque, je donne pas de date, mais il y a longtemps. Ben, je te donne l'exemple de cette femme dont j'ai écrit le témoignage. Elle a été à Auschwitz. Et en fait, elle a travaillé très dur à Auschwitz. Elle cassait des routes pour refabriquer des routes. Et elle disait, je rentrais au bloc le soir. Donc le bloc, c'était les campements où toutes les femmes ou tous les hommes étaient emmagasinés, j'ai envie de dire. Et j'avais les jambes à sang à force d'avoir des éclats de cailloux sur mes jambes quand j'avais pas de protection. Et elle dit, j'avais pas d'autre choix que de pisser dessus pour désinfecter. Aujourd'hui, tu as ça, tu vas mettre du mercurochrome, tu vas mettre des pansements. ouais, Donc, elle faisait preuve de créativité, on va dire, pour pouvoir se soigner. Mais comme nous, on est redevenu dépendant finalement de tout ça, rares sont les gens qui, sur une blessure, vont mettre de l'urine aujourd'hui, alors que ça désinfecte très bien. Moi, ma première réflexe, c'est toujours de lécher, parce que la salive est désinfectante. Mais beaucoup vont mettre du mercurochrome, de l'alcool et un pansement. Donc, c'est ça le pouvoir créateur. Revenons à notre capacité à ne pas dépendre d'un système à 100%. Parce que quand ce système s'effondre, et ça s'effondrera, ben, on ne sait plus quoi faire, on n'est plus au dépourvu. Donc, c'est une année importante, en fait. ouais. Oui, oui, c'est une année importante. Je compte Ouais. dessus. Je compte dessus. Bon, il faudrait qu'on revienne sur quand même bah, ton ouvrage, quand même un peu plus. Mhm. Tu parles d'une partition primordiale. Est-ce que tu peux développer? À quoi ça sert cette partition primordiale? La partition primordiale, c'est vraiment tous les chiffres de ta date de naissance. D'accord. C'est-à-dire que dans ta partition à toi, donc je l'expliquais, enfin tu l'expliquais, il y a la voix du cœur, la voix Mm. de l'âme et la voix de la terre. Euh, la partition primordiale, c'est de comprendre où s'insèrent tes chiffres de date de naissance, ou tes chiffres de vie, le chemin de vie, l'année personnelle, etc., dans cette partition et comment ils s'y insèrent. La partition primordiale, ben, c'est en fait cette partition où tous les chiffres ont une manière d'être inscrits, d'être écrits. Parce qu'en fonction du chiffre, par exemple le 1, il va partir il faut avoir le visuel devant les yeux, mais il va partir de la voie du cœur, il va monter vers la voie de l'âme et il va redescendre vers la voie de la terre. Donc ça veut dire que la voie du cœur, le 1, il doit chercher à se libérer. Donc il doit écouter son cœur. En écoutant son cœur, il va mieux se connecter à son âme et en écoutant du coup ses intuitions, ses ressentis, ses désirs, ses besoins, il va pouvoir bien s'enraciner dans la matière pour pouvoir se libérer. C'est Oui, ça la partition primordiale. d'accord. Mais j'aime bien en fait, oui,
ce visuel que tu as fait avec tous les chiffres, même le 5, voilà, où il se place entre ces trois lignes, d'où ils partent, où ça arrive, et l'incidence que ça a sur nos vies, quoi. On Oui, peut par donner exemple, oui. Ouais, ouais, tu avais pris le 4, ouais. j'ai pris au hasard, mais Donc le on voit les 4. trois lignes, mais oui, effectivement, tu aurais pu. Mais je trouve ça vraiment très intéressant, cette manière et du coup très compréhensible, la manière dont tu fais part de chaque chiffre, de son importance, son intégration. Ah oui, ça c'est, oui. Oui, ça c'est voilà, voix de l'âme, voix du cœur, voix de la terre. Oui, oui, je pense que c'est vraiment un livre qu'il faut avoir lu, enfin pour tous les gens qui s'intéressent à la numérologie. C'est vraiment une manière d'aborder la numérologie de manière plus profonde. Et il y a vraiment un aspect pratique qui peut nous aider en fait à résoudre des problèmes. Et moi, c'est la première fois, parce que bon, j'ai fait beaucoup de vidéos, hein, et numérologie, j'en ai fait deux. C'est la première fois que je vois à quel point ça peut m'aider. En fait, en faisant des exercices, j'ai l'impression de pouvoir sortir du cercle, je dirais presque du cercle du zéro, en tout cas de sortir du cercle qui était euh, pas vertueux, voilà, vicieux. Tu sais, Elisabeth, je vais t'expliquer. Il y a des années, moi j'ai commencé à pratiquer le tarot et tout ça en 95. Avant, je m'intéressais déjà parce qu'avant mon EMI, j'avais fait une séance de spiritisme avec mes parents qui m'avaient interloqué et j'avais commencé à lire à ce moment-là. Donc je m'intéressais sans pratiquer. La veille de mon opération, d'ailleurs, je lisais un livre qui s'appelait Ce qu'ils ont vu au seuil de la mort. L'infirmière qui était venue me donner les médicaments s'est dit, vous êtes optimiste, monsieur. Voilà, ça m'intéressait. Et j'ai commencé à pratiquer en 95. J'ai fait de l'écriture automatique, j'ai fait de la canalisation, j'en fais toujours d'ailleurs. J'ai fait du tarot, de l'oracle, j'ai fait beaucoup, 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 énormément, énormément, énormément de dégagement sur les lieux d'entités, notamment des lieux où il y a eu des grands conflits, des guerres, à la mer du Nord aussi, en Normandie. Et euh, en 2004, 2005, je commençais un peu à être gonflé de toutes ces personnes qui dépendaient de la voyance. Donc je tirais les cartes, les tarots, les oracles, et je cherchais une solution pour les libérer de cette dépendance à la voyance. C'est plus tard que c'est arrivé quand j'ai conçu la méthode Chrysalide. La méthode Chrysalide, c'est une méthode qui permet à la personne qui consulte de comprendre le système dans lequel elle vit et les choix de son incarnation pour justement travailler sur ces aspects dysfonctionnels pour ne plus faire appel régulièrement ou quotidiennement à la voyance. Donc quand je faisais de la voyance, je pouvais recevoir à l'époque, et ça me faisait très mal parce que je n'aimais pas ça, les mêmes personnes une fois par semaine. Certaines m'appelaient quasi tous les jours en disant, t'es sûr de ce que tu as dit, tu veux bien vérifier dans tes cartes. Je détestais ça. Certains m'ont dit, mais David, t'imagines la manne financière? Je m'en fous de l'argent. En fait, moi, ce que je veux, c'est que la personne comprenne pourquoi elle rencontre pas l'amour, pourquoi elle n'est pas bien au travail. Et c'est comme ça que ça s'est élaboré. La méthode Chrysalide, c'est une méthode qui leur permet de comprendre. Après, avec cet outil-là, si ces personnes veulent encore consulter des voyants, moi, j'en fais plus de la voyance, libre à elles. Mais en tout cas, elles ont les outils pour comprendre. Et puis, j'ai commencé à enseigner cette méthode. Et quand j'ai enseigné cette méthode, certains ne comprenaient pas. Ils disaient, oui, mais toi, tu es médium, tu as vacille, tu vois l'énergie des gens, donc tu sais quoi leur dire et où leur dire. Et c'est à ce moment-là que j'ai reçu la première interprétation de chiffre. Et c'était le 3. Et j'ai dit, ben, je te donne un exemple. Ici, on parle d'amour. Regarde le chiffre 3. Tu imagines en fait que tu prends quelqu'un dans tes bras et que tu lui donnes toute ton énergie du cœur. Et quand tu regardes d'en haut, en fait, ça fait un 3. Et c'est de là que c'est parti. Et j'ai commencé à vérifier ça dans mes consultations à l'époque. Tous les natifs du mois de mars, par exemple, traversaient le même genre de situation. Pas la même précisément, mais traversaient le même genre de situation. Donc j'ai noté Mars, conflit sentimental, difficulté à se poser en amour, etc., etc.
Et c'est comme ça que ça s'est élaboré, tout simplement. Ah, tout simplement pour moi. Moi, je suis pas numérologue. C'est que je pratique pas cette numérologie, je l'enseigne. C'est Oui, un outil, enfin, je l'ai enseigné. Quand je le pratique, moi, j'appelle ça la numéromédiumnité. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un tarot devant moi, j'ai une date de naissance. Et la date de naissance me donne le point de départ quand j'en ai besoin, j'en ai pas toujours besoin, me donne le point de départ pour me connecter à la personne. Et une fois connecté à la personne, les chiffres pour moi ils n'existent plus, c'est l'énergie de la personne. Et mm, ça, j'en ai besoin 3 fois sur 10 parce qu'il y a des gens qui sont parfois plus difficilement accessibles que d'autres. Au niveau énergétique, ils ont un peu peur, ils sont anxieux, donc du coup, bah, ils se ferment énergétiquement. Donc les chiffres me permettent de me connecter. Donc c'est un outil que j'ai utilisé énormément en formation, que j'ai énormément testé, mais que moi personnellement, je ne l'emploie pas. Alors c'est vrai que je le proposais à l'époque parfois des études numérologiques, je le fais très occasionnellement pour les gens qui sont intéressés, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne le fais plus beaucoup parce que ça me bouffe une énergie. Et c'est pour ça que je fais très peu de consultations aussi, parce que je vais me connecter à des endroits où euh, beaucoup de médiums ne vont pas. Pas parce qu'ils ne sont pas capables, juste parce que on a chacun notre médiumnité. Il y en a qui font des trucs que je suis incapable de faire, et moi, je fais des trucs que d'autres sont incapables de faire. C'est juste comme ça. Même si ça m'a voulu beaucoup de remise en question à certaines époques en me disant, mais lui, il sait faire ça, mais pas moi, je suis nul, je suis un mauvais médium. Non, on a chacun notre spécificité. Et là où je vais me connecter, c'est très épuisant pour moi. Surtout que je vais très profondément dans les consultations. Je vais dans des histoires qui peuvent remonter parfois à 15, 20 générations. d'accord. C'est épuisant, très épuisant. Et tu arrives à résoudre des problèmes, enfin en tout cas, le fait de les faire ressortir et de les donner aux personnes concernées, hein, d'en parler, est-ce que tu as résolu des situations qui étaient insurmontables pour ces gens-là? Oui, et parfois non. Parfois oui, parfois non. La méthode chrysalide, comme je l'expliquais, c'est une méthode que j'ai mise en œuvre pour aider les gens à sortir de leur marasme, de leurs difficultés et à comprendre leur système de vie, le rapport à l'amour, rapport à la vie, rapport au travail, etc. Et la manière dont j'ai élaboré le langage quand je le fais permet d'agir dans l'énergie. Donc ça génère des changements énergétiques. Ces changements énergétiques vont générer des changements au quotidien, sauf s'il y a une résistance. Si la personne est dans ses zones de confort, bon, moi je suis pas contre la zone de confort, loin de là, mais si la personne veut changer mais qu'elle reste dans ses zones de confort, ben, il y a une résistance et donc ça va pas changer. Il va y avoir des prises de conscience, mais elle va pas mettre les choses en œuvre. Alors oui, euh, j'ai eu des échecs, j'ai eu des réussites. Alors après, ça dépend plus de moi. Moi, je donne. Après, la personne Oui, fait ce bien qu'elle a à sûr. faire avec. Je suis derrière aussi. Si elle a besoin, j'accompagne, je réponds aux questions. J'enregistre tout le temps pour que la personne puisse réécouter ça. Mais j'ai des personnes dont j'ai appris beaucoup plus tard. Elle se reconnaîtra parce que c'est à elle que je pense, qui sont venues me voir. Ça arrivait une dizaine de fois, mais une en particulier à qui je pense maintenant. Et je l'ai appris beaucoup plus tard au cours d'une formation, je crois. Elle avait tout préparé pour mettre fin à ses jours. D'accord. Et Et ça donc, m'arriva à plusieurs reprises. Et elle est venue chez moi elles sont venues chez moi, ces personnes, comme un dernier recours. Parce qu'on leur a dit gentiment, va chez lui. Et c'est sur les 10 personnes, il y en a 2 qui sont passées à l'acte et il y en a 8 qui sont toujours là et plus heureuses que jamais, ces personnes. Donc oui, mais il y a des échecs, c'est normal, c'est partout. Et il y a des réussites, c'est partout. C'est normal. j'ai vu aussi que dans la troisième partie du livre, euh, tu parles des chiffres en général, ceux qu'on voit autour de nous, genre les heures miroirs, les chiffres doubles. Tu penses quoi de ça exactement? Alors pour moi, les heures miroirs ou les heures doubles, c'est ce qu'on appelle un biais de confirmation. C'est-à-dire que inconsciemment, tu vas voir l'heure 50 fois par jour, même plus. Tu passes tout le temps à côté d'une horloge, d'autant plus qu'il y en a en bas à droite de tous les PC aujourd'hui. Tu allumes ton GSM pour prendre un appel, t'as l'heure. Mais là, il est 17h59. On s'en fout qu'il soit 17h59. Par contre, s'il était 22h22, tu vois, oh, il est 22h22. Oh, il est 11h11. Ouais, c'est un biais de confirmation. Alors, moi, j'ai un peu de difficulté aujourd'hui parce que euh, les heures miroirs sont souvent confondues avec les heures doubles. Oui, Les heures miroirs, ce sont des messages, de toute façon.
mais un message ne peut répondre qu'à une demande. Donc si tu vois 22h22 ou Rien 12h21, demandé, ça sert à rien. si tu n'as rien demandé, ou si tu n'es pas dans une interrogation profonde, ça n'a pas de sens. Voilà, c'est juste, il est 22h22. Donc moi, je crois qu'aujourd'hui, il est important de revenir un petit peu au bon sens des choses. C'est pas parce qu'il est 22h22 que d'office, tu as un archange qui vient te faire un signe, à moins que tu sois dans une démarche qui nécessite de recevoir un message. Et pour recevoir ce message, il faut interpréter le double 2, 22h, fois 2, et le 8, 2 plus 2 plus 2 plus 2. Tu peux aussi aller vers le 4 si tu veux, parce que 2 plus 2, ça fait 4. Prends 22h22, mais ça pourrait être 11h11, 23h23. Moi, j'observe souvent que euh, les gens qui voient ça voient des signes partout. Mm. Or, les signes répondent toujours, c'est ce qu'on appelle plutôt les synchronicités, à quelque chose que tu as envoyé dans l'univers, pour le dire comme ça. Pardon. Tu poses une question, cette question, tu la soumets. Il m'arrive souvent de m'endormir en disant à mon moi du futur ou à mon archange référent de dire tiens, apporte-moi la réponse là-dessus. Et puis soit je rêve, soit le matin j'ai la réponse au réveil, soit je vois un message dans la journée qui me donne la réponse, souvent sur les plaques d'immatriculation pour moi. Donc voilà, tu as envoyé une question et la réponse apparaîtra selon ton euh, biais à toi. C'est-à-dire que si toi, tu es plutôt couleur, mais ce sera au travers des couleurs. Si toi, tu es plutôt animaux, ce sera à travers un animal. Si tu es plutôt plante, ce sera à travers une fleur. Voilà. Et pour d'autres, ce sera les chiffres. Ouais, ouais. Alors, qu'est-ce que tu aimerais ajouter dont on n'a pas parlé parce que bon, ton manuel, il est super intéressant, hein. Il faut, enfin, pour qui s'intéresse aux chiffres, moi je trouve ça bien. Il y a toutes les définitions, il y a tout ce qu'il faut pour avancer. D'ailleurs, moi, j'ai commencé les cours et je pense que ça va m'aider à sortir d'un cycle qui n'était pas vertueux jusque-là. Donc moi, c'est mon objectif avec le cours, c'est de sortir de l'empêchement dont tu parlais tout à l'heure, quoi. Je reçois énormément de témoignages. En fait, je ne m'attendais pas à ça. Oui. J'ai écrit 31 clés, puis j'ai sorti l'oracle de la numérologie karmique, qui est fondé sur Alors, ma numérologie. l'oracle, tu veux pas montrer une carte, voir comment elle se présente? Oui, montrer une carte pour voir. Parce qu'il y Alors a ça, ici. ça c'est le dos de carte, la roue de Oui. la connaissance. Ouais. Et on a par exemple Mince, l'incul. l'inculqué, les préceptes. Ça, c'est la Ok. carte de 24 et elle parle de tout D'accord. ce Et qui donc, tu est as un petit influence livret. familiale. Tu as un petit livret qui va avec qui explique chaque Petit, carte. il est quasi aussi complet que le livre. Le livre Parce que reprend, ouais, ça aurait pu être écrit sur la carte, mais non, c'est dans le livret. c'est dans le livret. Euh, le livre reprend le même système avec les mots-clés, etc., que le livret. J'ai voulu ça. Donc voilà. Alors, j'ai créé l'oracle. Et puis, les éditions Exergue m'ont proposé de tourner une formation autour de la numérologie. Elle a rencontré un succès phénoménal et je ne m'y attendais pas à ça. Donc, on a tourné une partie 2. Donc, c'est D'accord. une grosse formation qui fait presque 10 heures. Alors, ça s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire que beaucoup de numérologues m'écrivent en me disant, j'apporte beaucoup de nouveaux aspects à ma numérologie grâce à la tienne. Alors, moi, ça me fait chaud au cœur parce que c'est un travail de plus de 15 ans, hein, même plus. Euh, Moi, je dis toujours, je suis pas là je suis là pour donner mes outils. Alors évidemment, oui, on va pas se cacher que ça rapporte un peu d'argent, mais c'est pas non plus ce qui me rend riche. Je suis là pour donner mes outils. Ma mission, c'est de concevoir des outils qui permettent aux gens d'aller bien, d'aller mieux. Avec mes soins, qui sont souvent très différents des soins qu'on peut voir, avec mes talismans, qui sont des soins énergétiques que chacun va gérer à sa sauce, à sa manière, avec la numérologie, peu importe quoi. Pour moi, c'est ma mission, c'est aider les gens à comprendre pour aller mieux, à faire la lumière sur ce qui les empêche de pas bien aller, de bien aller, pardon. Et la numérologie, je reçois beaucoup de témoignages de numérologues qui me disent c'est une chouette approche, j'avais jamais vu ça comme ça. Maintenant, ça me permet aussi de comprendre certains chiffres. Ça me permet de comprendre des aspects que je n'avais pas pu soulever avec la numérologie que j'ai étudiée ou que je pratique. Mais j'ai aussi des particuliers, entre guillemets,
qui me disent, c'est chouette parce que je comprends enfin ma relation avec mon fils, ma fille, mon mari, parce que il y a les synchronicités entre tout le monde. Et c'est chouette parce que je comprends enfin pourquoi ma mère était une mère qui me mettait sous emprise. Je comprends enfin ceci, je comprends enfin cela. Et ça, en fait, pour moi, la concrétisation, c'est d'avoir ces retours parce que quand tu as une personne en face de toi à qui tu fais une étude, entre guillemets, et que la personne dit: «Ça me parle, ça résonne, c'est chouette», mais là, c'est tous des inconnus que je n'ai pas en face de moi, que je ne connais pas. Donc je trouve ça encore plus percutant et ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse au numérologue, ça s'adresse au médium qui veut avoir un outil en plus, ça s'adresse, à madame ou monsieur tout le monde qui veut comprendre certaines choses dans sa vie ou pour sa vie et pour moi, tout est indépendant, c'est-à-dire que l'oracle est indépendant du livre, qui est indépendant de la Oui, formation, mais tout se complète et ce que j'ai envie de dire, c'est, heu si je dois passer un seul message, s'il y a une seule chose que je voudrais que les gens qui nous entendent maintenant puissent retenir, revenons au bon sens de la spiritualité. C'est-à-dire que tout n'est pas signe, tout n'est pas à comprendre. Je le dis comme ça depuis quelque temps, mais il y a une raison à tout, mais il n'y a pas un sens à tout. Il y a une raison à tout parce qu'on fait des choix et que ces choix vont générer des conséquences positives ou pas, mais c'est pas parce que on fait on vit quelque chose qui a un sens à ce qu'on vit. Il y a oui, des grandes lignes dont je parle dans le livre, dans les choix d'incarnation, la famille, le pays, la vocation, ce qu'on appelle l'âme sœur, etc. Revenons au bon sens spirituel, parce qu'aujourd'hui, quand moi j'ai commencé, dans cette vie-ci en tout cas, on allait chez le médium comme on allait chez le psy, comme on allait chez le tatoueur, comme on allait chez les prostituées. On n'en parlait pas. On faisait ça discretos. Et aujourd'hui, ou à pignon sur rue, c'est bien et c'est pas bien. Je suis content de voir que beaucoup de praticiens, entre guillemets, un peu plus anciens, Heu, monte un peu au créneau parce que vendre des oracles au supermarché, moi, ça a jamais été ma tasse de thé. On ne met pas ça entre les mains de tout le monde. oui, On oui. dit souvent: «Tout le monde a un don». Oui, mais parfois le don que la personne a, c'est un don pour la peinture, un don pour la cuisine, un don pour la communication, pas toujours un don médiumnique ou énergétique et le bon sens de la spiritualité pour moi, c'est de se dire: «OK, parfois on se fout la paix. On arrête de passer sa vie à travailler sur soi pour aller mieux». Parce qu'en fait, souvent, c'est ce qui fait qu'on va pas bien. Parce que chaque fois qu'on va chez un praticien, que ce soit moi ou un autre, en réalité, on reçoit une nouvelle information et cette nouvelle information vient saturer le cerveau, l'esprit, le mental, le cœur de toutes les informations déjà reçues auparavant. Donc on a à peine traité les informations précédentes qu'on arrive avec une nouvelle information et c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup couru les voyants, les médiums et cetera. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup m'enrichir des autres, c'est-à-dire, apprendre parmi tous les invités que j'ai reçus, sur ma chaîne. Moi aussi, j'ai appris énormément de choses. Mais il y a aussi un moment où je fais une pause. Par exemple, cette année, je vais quasi pas inviter de gens sur ma chaîne parce que j'ai aussi besoin d'intégrer, j'ai besoin de me concentrer sur d'autres choses. Et ma vie à moi, ma journée type, c'est une journée banale en fait. C'est pas vie ma vie de médium, c'est une journée où je me lève le matin, je bois mon café tranquille, je vais faire mon grand tour avec le chien, je reviens, je réponds à mes mails, je vérifie les paiements que j'ai reçus pour mettre mes plannings à jour, et cetera. Puis je me mets dans mes travaux là où je suis dans le médiumnique. Et puis je passe à ce qu'on appelle créateur de contenu, hein. Je fais des promotions sur les réseaux, je fais des publications, je fais des panneaux, je fais des ceci, des cela. Voilà, ma vie n'est pas une vie extraordinaire. Elle était très extraordinaire quand je faisais des dégagements sur les lieux, où j'allais dans les maisons avec, 2 personnes, avec qui je travaillais à l'époque et où j'étais confronté à des trucs, même encore aujourd'hui, je me demande si je peux y croire, Et des objets ça, qui bougent, des pommes qui volent, est-ce que ça, tu voudrais pas en faire un livre? Parce que ça passionne tout le monde, hein, c'est ouais, je sais. l'expérience. Je sais, quand j'étais au château de Fougeray, j'ai aussi vécu des trucs très intéressants. J'y ai jamais pensé, figure-toi, de faire un livre, sur ce sujet-là, parce que, je te le disais hors antenne, plus je vieillis, plus j'ai besoin de post-it pour ne pas oublier et en fait, il y a des parties de ma vie dont je me souviens, mais pas suffisamment. Je devrais trop, romancer pour pouvoir, en faire un livre, tu vois? Il y a quelques années, j'ai fait des vidéos sur mon parcours et grâce à ces vidéos, je pourrais reprendre le livre dont je te parlais, ma biographie, mais faire des vidéos sur tout ce que, des livres sur tout ce que j'ai vécu en dégagement de maison. J'ai parfois été propulsé à 3 4 mètres, hein, quand je faisais des dégagements de maison. Je ne sais pas si ma mémoire me le permettra, mais je peux, y penser, mais c'est vrai que j'y ai jamais pensé jusqu'à présent.
Quand tu parles de dégagement, ça veut dire que tu nettoyais la maison? Alors, euh, je m'étais appelé dans des endroits où il y avait par exemple des maisons construites sur d'anciens cimetières, Ouais. des maisons construites sur des charniers, des maisons construites dans des lieux maudits. Et en fait, j'allais avec deux amis. À l'époque, je n'avais pas les mêmes visions qu'aujourd'hui au niveau de tout de subtil. Et j'avais un ami qui voyait clairement. Il me disait, ben là, par exemple, il y a un homme qui est habillé en tenue, je sais pas si c'est allemande ou anglaise, et puis il a un énorme trou de balle au milieu du ventre. Il a dû se prendre un obus et en fait, il sait pas où il est. Voilà. Et en fait, on nettoyait. Moi, je nettoyais, je faisais passer les âmes pour qu'elles aillent de l'autre côté, si elles le souhaitaient, parce que ça, c'est un problème aujourd'hui. C'est-à-dire que on impose à l'âme d'aller de l'autre côté, mais toutes les âmes ne sont pas faites ni pour aller vers la lumière, ni prêtes pour aller de l'autre côté. Et quand tu imposes à l'âme, souvent, elle revient et c'est encore pire. Et donc, je proposais à l'âme de partir de l'autre côté, et un autre ami dégageait tous les miasmes, donc toutes les mémoires que l'âme avait laissées dans le lieu de vie. Et ça, c'était le travail qu'on faisait quasi tous les jours. On était sur la route. Tu parlais d'aller dans la lumière, là, du choix de le faire ou pas le faire. Certains disent que si on va dans la lumière, en fait, on ne peut plus s'incarner. Est-ce que tu as une idée Alors, sur le sujet j'ai une ou... grande discussion avec d'autres médiums à ce sujet-là parce que j'ai un jour entendu quelqu'un sur une chaîne YouTube expliquer qu'il y avait une vraie lumière et une fausse lumière. Que la fausse lumière nous amenait dans le cycle perpétuel des réincarnations. Ça m'a interrogé. Donc j'ai d'abord demandé à mes guides de m'expliquer. Et puis j'en ai discuté avec quelques médiums que je sais informer aussi à ce sujet. Il y a une vraie lumière et une fausse lumière. La vraie lumière, en fait, c'est une lumière qui rappelle, même si on n'en a pas souvenir conscient, le ventre de la mer. Ok, Et la fausse lumière, elle est agréable, elle est chaleureuse, elle est attirante, mais une fois qu'on rentre dedans, on sort, on est dans ce cycle perpétuel d'incarnation. Or, l'incarnation et la réincarnation sont des choix. Dans la fausse lumière, l'incarnation est presque imposée. d'accord. Dans la vraie lumière, l'incarnation, tu décides si tu veux ou pas aller sur Terre ou ailleurs, et pourquoi et ce que tu y feras. Donc, oui, il y a plusieurs lumières, et je pense même qu'en tant que médium, même en étant informé, il y a encore un risque, on va dire, d'aller vers la fausse lumière. Et puis il y a les ombres aussi, hein. Toutes les âmes ne sont pas faites pour aller dans la lumière. On pense souvent que euh, une âme qui a fait son chemin sur Terre, elle a pu être très 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 néfaste, mauvaise, voire maléfique. Elle se libérera, elle sera pardonnée en allant dans la lumière. Non, il y a les ombres aussi. C'est très bien illustré dans Ghost, hein. T'as Swayze qui va vers la lumière à la fin, et t'as le gars qui a commandité son crime, ben, il est attiré par les ombres, il part en dessous, hein. Mm. Ouais. Bon, voilà, c'est un débat. J'aimerais bien en parler plus longuement parce que c'est vrai que c'est passionnant, quoi. Comment savoir quelle lumière choisir, ne pas se tromper. Bon, au pire, ah oui, mais au pire, si on se réincarne parce qu'on a été dans la fausse lumière. À la fin, quand on repart, on a encore la possibilité d'aller vers la bonne lumière. Alors figure-toi que c'est peut-être même possible en cours de vie. Parce qu'il y a tout ce qu'on appelle les walk-in, hein, donc c'est-à-dire l'âme qui laisse sa place à une autre âme. D'après des médiums, c'est ce que j'ai vécu pendant mon opération, parce que j'ai été métamorphosé, hein. J'ai changé physiquement, j'ai changé mentalement, psychologiquement. euh, et beaucoup de médiums m'ont dit que j'avais vécu un walk-in. Donc que l'âme qui m'a incarné au départ jusqu'à mes 18 ans a laissé sa place pour qu'une autre âme puisse accomplir sa mission à travers moi. Et j'ai beaucoup de souvenirs qui se sont effacés de mon enfance et de ma jeunesse, mais il y en a d'autres qui sont toujours là. Donc c'est possible en cours de vie. Il faut savoir qu'il y a 7 portes de sortie tout au long d'une vie. C'est quoi une porte de sortie? Je vois les portes de sortie des gens. C'est-à-dire que dans le système énergétique que je vois les portes de sortie. Il y a une porte de sortie à la naissance, il y a une porte de sortie à la mort. Donc c'est une porte qui permet de partir de cette vie. À la naissance, dans les cas de mort pendant l'accouchement, par exemple. Et puis l'âme choisit différentes portes de sortie, par accident, par suicide, par maladie, au cours de la vie. Pourquoi ces portes de sortie?
pour quitter une incarnation dans laquelle on n'arrive pas à assumer les choix que l'âme a fait et pour pouvoir partir entre guillemets librement. C'est pour ça que certaines personnes, par exemple, tombent dans le coma et puis un jour ou l'autre, elles se réveillent parce qu'elles ont pris une porte de sortie sans avoir la certitude de vouloir sortir jusqu'au moment où elles décident de revenir ou pas. Donc là, quand tu prends une porte de sortie, c'est un autre cycle après. Il n'y a pas de fausse lumière, il n'y a pas de mauvaise lumière. En fait, tu vas dans un cycle de compréhension, de réparation et de nettoyage. Et ça prend parfois des années de notre temps, voire des siècles, parce que le temps n'est pas le même là-haut. Et là, tu vas commencer à comprendre un petit peu pourquoi tu n'as pas su assumer le truc, ce que tu aurais pu faire, etc. Et choisir ou pas une nouvelle incarnation dans laquelle tu vas poursuivre. Alors le truc, c'est que si ton âme a choisi une incarnation de 80 ans et que tu choisis de la quitter à 65 ans, il restera 15 ans. Et donc, dans l'incarnation que tu vivras ensuite, euh, l'incarnation durera 15 ans, le temps terminé. En fait, ce qu'elle avait choisi au départ, ce qui explique parfois D'accord. pourquoi certaines personnes meurent prématurément, plus jeunes que d'autres. Il y a un très bon livre que j'ai lu, il m'a confirmé cette information. Souvent, je reçois des infos et puis je tombe sur des livres qui me la confirment. C'est La rupture de contrat de Anne Givaudan. Il explique très D'accord. très bien ça. Ok. Moi, je l'avais interviewé sur. Ouais, j'ai vu. Ah. Bon, voilà, sur le voyage astral. Hmm. Bon, je vais aller voir ce bouquin, ça me semble intéressant. Peut-être que je pourrais Il est, l'interviewer sur ce sujet. ouais, c'est intéressant. Ouais, bah, ouais, en fait, et puis je trouve que plus on vieillit, plus la mort est un sujet qui nous intéresse. Mais c'est marrant parce que moi, ayant vécu déjà la mort, je te cache pas que j'adore la vie, hein. J'ai même envie de revenir après. Mais je suis presque impatient parce que je sais que ce qui est derrière est magnifique. Tu veux Moi, dire que tu n'es pas impatient de revenir, tu es impatient on va dire, de autant mourir. autant j'aime la vie, autant je voudrais revenir après dans la poursuite de la continuité de ma mission, autant je suis impatient de quitter cette vie pour retourner là où j'étais, où c'est magnifique, quoi. Mais j'ai pas envie de demain, hein, ça peut être dans Mais 40 ans, tu vois. magnifique, c'est quoi pour toi magnifique? On n'a pas tous euh, Euh, la même vision du mot magnifique. pour moi, magnifique, c'est euh, pouvoir exprimer ton plein potentiel, ne pas être contraint par le corps physique et ne plus être dans la souffrance et dans la contrainte. Ouais. Mais il y a encore des émotions, il y a encore. Ah, il y a encore plus d'émotions. Il y a encore plus d'émotions. Quand je faisais des contacts avec les personnes décédées, je contactais essentiellement les personnes qui étaient coincées ici. Mm. Parce une personne qui ne comprend pas le décès, une mort brutale, une mort inattendue, une mort à laquelle on n'est pas préparé, une mort seule. Je te donne un exemple. Un jour, j'étais appelé chez la copine d'une copine. La nuit, elle se réveillait, elle voyait un mec dans sa chambre. Je suis arrivé, en fait, ce mec, il attendait sa femme depuis 300 ans. J'ai capté sa femme sur un autre plan de fréquence et je les ai remis ensemble pour qu'elles puissent partir ensemble. Le gars, il attendait sa femme, donc il était coincé entre deux. Il n'était ni dans la lumière ni dans l'ombre, il était dans ce qu'on appelle une antichambre. Et tout ça fait que euh, ces personnes ne sont pas forcément bien. Mais j'ai aussi des contacts avec des personnes qui sont décédées, sont montées, et en fait, elles sont accessibles. On pense souvent qu'une fois que les âmes sont parties dans la lumière, on ne peut plus contacter les âmes. C'est faux, on peut contacter toutes les âmes, même quand elles sont déjà incarnées. Et en fait, pour elles, c'est, entre guillemets, le paradis, pour donner notre mot à nous. Je mets beaucoup de guillemets parce qu'il faut bien que un langage n'est pas l'autre, hein. Il y a la sémantique. Moi, je dis paradis. Pour certains, ce sera un autre nom, un autre mot. Euh, c'est beau, voilà. Les couleurs sont plus intenses, les odeurs sont plus intenses, les émotions, les sentiments. On comprend que finalement, ce père avec qui on était en conflit n'accomplissait qu'une mission pour nous aider à grandir. Et en fait, tout ça fait que c'est riche, que c'est beau. J'ai même certaines âmes qui m'ont dit, j'ai jamais pu avoir ma maison ici-bas,
là-bas, je l'ai, et encore plus belle que ce que j'aurais eu ici-bas. Tu vois, donc il y a ce côté, c'est immatériel, mais il y a ce côté un peu matériel aussi. Tu vois, tu peux avoir ta Ouais, parce que maison, tu peux réunir tes amis. quel intérêt d'avoir une maison immatérielle, quoi. Enfin, voilà, C'est la notion de euh, rentrer chez soi, d'être vraiment chez soi et d'être bien chez soi. Il y en a qui n'ont pas de maison. Il y en a qui ont une maison. Tu fais ce que tu veux en fait quand tu es plus là. D'après ce que j'ai reçu comme information et aussi d'après ce que j'ai lu dans beaucoup de livres, tu fais ce que tu veux. C'est-à-dire que tu veux une maison, tu peux mentalement manifester une maison devant toi et tu veux pas de maison, ben, t'as pas besoin, voilà. Et alors tu te réunis avec les gens que tu aimes, que tu as aimés et c'est comme ça que apparemment ça peut se passer là-haut. Et c'est pas ce que moi j'ai vu parce que j'ai pas atteint ce stade-là quand j'ai fait mon EMI. C'est ce que j'ai reçu comme témoignage. tu parlais de contacter des défunts. Euh, il y a certains médiums qui disent que parfois on croit contacter un défunt en particulier, genre la grand-mère, le grand-père, la mère, l'amoureux, et qu'en fait ce sont des entités qui ne sont pas celles qui devraient. Ouais, j'ai déjà eu ça en spiritisme. Et, Il y a et toujours une vérification à faire quand tu contactes un défunt. C'est-à-dire que quand je le faisais à l'époque, ça fait longtemps, j'ai arrêté, mais quand je le faisais à l'époque, je faisais toujours une vérification sur un petit nom, un surnom qu'il donnait, un animal de compagnie, euh, un bijou spécifique. Tu vois, j'ai reproposé des contacts défunts il y a quelques années, et quand ils viennent à moi, les défunts, ils me montrent un signe distinctif. Et par ce signe, je dis à la personne, voilà, il est arrivé, il m'a montré ça. Et par ce signe, en fait, la personne sait que c'est lui ou elle. Et c'est des signes que souvent, ce qu'on appelle les esprits farceurs ne peuvent pas capter. Maintenant, il y a aussi les mémoires des défunts. C'est-à-dire que beaucoup de médiums, et moi y compris, ne communiquent pas toujours avec le défunt, mais parfois avec la mémoire du défunt. C'est-à-dire qu'il y a une énergie résiduelle ici-bas, ouais, et cette énergie est suffisante pour donner beaucoup d'informations. Et ça, on le capte beaucoup plus facilement que le défunt qui est parti là-haut. Et puis, il m'est arrivé aussi d'avoir des défunts dont le guide est venu pour me parler en son nom. Parce que ce défunt-là n'était pas accessible. Et pourquoi il n'est pas accessible? Parce qu'entre deux incarnations, le défunt fait un peu le bilan de ses choix d'incarnation, de ce qu'il a vécu. Il se nettoie d'une certaine manière de ce qu'il a vécu. Et là, il n'est pas forcément toujours accessible. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est qu'il y a différentes manières de se connecter. Quand tu te connectes dans une maison où il y a eu des charniers, par exemple, ben, c'est la mémoire de la maison qui va te le dire ou du terrain. Ben, c'est pareil avec les défunts. Mais c'est vrai qu'en spiritisme, surtout, il y a beaucoup d'esprits farceurs qui se font passer pour. Souvent, quand je faisais de la canalisation, euh, je ressentais si c'était juste ou pas. C'est-à-dire que si l'énergie ne. J'étais pas confortable dans l'énergie, j'arrêtais directement. Il ouais. faut que ce soit agréable, confortable, chaleureux. Si c'est froid, si c'est pas. Si je suis mal à l'aise, alors là, j'arrête tout de suite. Ouais, un truc qui m'a toujours étonné dans les messages des médiums sur les défunts, c'est toujours des choses très positives. Ouais, je Toujours, sais. il trouve que c'est bien ce que tu fais, il est fier de toi. Enfin, je Je sais pas, sais. mais ouais, ce positivisme, moi, qui me gêne un peu, en fait, et qui me fait douter, même quand il y a des choses qui ont l'air concrètes, quoi. Ça me hérisse le poil parce que quand quand je faisais les contacts avec les défunts, c'était le début des forums. Et j'étais inscrit sur un forum. Et sur ce forum, c'était essentiellement des contacts avec les défunts. Et je voyais des gens mettre des statuts en disant, ben voilà, j'ai perdu ma petite fille, elle est décédée d'une leucémie, elle avait 8 ans. Euh, je voudrais un message, si quelqu'un peut. Elle mettait une photo de la petite fille. Et il y avait des médiums qui mettaient, oui, elle est libérée de la souffrance, de la maladie, elle est toujours auprès de vous, mais elle est plus haut. Et ce genre de message hyper réconfortant et bienveillant. Et moi, je me mettais en dessous, je suis désolé, non, non, là, elle a froid, elle a peur. Moi, c'est ce que je ressens. Elle a froid, elle a peur. Elle comprend pas. Et les gens m'envoyaient des messages privés en disant, oh, merci, c'est l'impression que j'ai, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Et je donnais tout ce que je ressentais. Parce que le contact défunt, c'est d'abord le ressenti. Parce que le défunt va transmettre une émotion.
et puis des visuels. Et je transmettais ces informations-là. Les gens me disaient, oui, ça me paraît cohérent, merci, merci, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et en fait, rien qu'en se mettant le message, je sentais que le défunt se libérait. Et un jour, je me connecte sur ce forum et je vois que j'ai plus accès. Mais je vois que j'ai juste accès à un message privé sur ce forum et c'était en fait la fondatrice du forum qui m'avait mis en message privé, pas de ça ici, merci. Donc elle ne voulait que du bon et du bienveillant. Du coup, j'ai été redirigé par une femme que j'avais rencontrée sur ce forum vers un autre forum, celui de mon ami Maître Reiki, dont je parlais tout à l'heure, Luminal. Et là, je pouvais librement dire ce que je ressentais et ce que j'avais. Mais non, en fait, ils pensent à tort, les médiums, peu importe, que le défunt, une fois sorti de sa carapace physique, est libéré. Mais non, parce que je l'expliquais tout à l'heure, il y a de l'incompréhension, il y a de la peur. Bien Une sûr. enfant de 8 ans qui meurt, euh, qui voit ses parents inquiets, tristes, etc., ben, elle va rester à côté pour essayer de les rassurer, de les réconforter. Elle va pas partir dans la lumière directement. Oui, c'est ce que je pense aussi. Ouais. Bon, en fait, ça me conforte sur certaines positions que j'ai depuis longtemps. Donc, du coup, je suis contente de discuter un peu de ça avec toi, même si on est parti de la numérologie Oui, bon, à la médiumnité, au spiritisme, hein, parce que là, du coup, on est passé du côté du spiritisme. Bon, je sais pas, peut-être qu'on pourrait faire un thème, je sais pas, j'ai l'impression qu'on pourrait faire une vidéo sur des sujets un peu connexes à tout ça. Voilà, tu me diras si un jour tu as envie. moi je suis chaud. Écoute, ça fait des années que je suis là-dedans, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai un principe de base, c'est que quand on est connecté, euh, on a accès à quand même pas mal de potentiel. Mm, Et c'est tout ce parcours qui m'a amené à ça, en fait. bien sûr. C'est parce que j'ai fait ça que peu à peu, j'ai été vers d'autres choses, j'ai lâché ce que j'aimais plus ou ce qui me convenait plus. En fait, j'ai arrêté les contacts décédés parce qu'un jour, j'ai contacté le frère d'une copine euh, et il avait eu un accident de voiture. Sa jambe avait été coincée entre le volant et le siège et j'ai ressenti cette douleur pendant 3 semaines et là, j'ai dit stop. Mais je le fais de temps en temps, très rarement. En fait, je ne contacte pas les défunts volontairement. C'est-à-dire que je ne vais jamais contacter quelqu'un parce que machin veut Non. savoir si mamie va bien. Je vais contacter les défunts à problématique, en fait. Une personne qui est morte dans des circonstances étranges, une personne qui a disparu, une personne qui est décédée par suicide, enfin, ce genre de choses, quoi, Ok. pour Qu'est-ce qu'on comprendre. peut dire de positif alors du coup pour conclure et Pour sur, conclure, sur les bienfaits de la numérologie, comment on peut sortir du karma grâce à la numérologie peut-être? on sort pas du karma, parce que le karma n'est pas une fatalité. Le D'accord. karma, c'est une somme d'expériences. Euh, on parle souvent de mauvais karma, de bon karma. Il n'y a ni mauvais ni bon karma, il y a un karma. Le karma, c'est parce que dans une incarnation, c'est ce qu'on appelle la loi de cause à effet, en fait, l'âme a vécu ceci ou cela, que dans une autre incarnation, elle va poursuivre l'expérience. Donc déjà, commençons par arrêter de penser qu'il y a un mauvais karma. Ça n'existe pas. Et il n'y a pas de dette karmique non plus, ça n'existe pas. C'est juste un principe vendeur, ça, aujourd'hui. Mm. Il n'y a pas de dette karmique. L'idée, c'est parce que mon âme a connu une expérience facile ou difficile, dans une incarnation suivante, elle va poursuivre l'expérience parce qu'elle l'a trouvée agréable, ou elle va la poursuivre parce qu'elle ne l'a pas comprise ou résolue. Ça, c'est le principe. À partir du moment où on commence déjà à comprendre ça, on commence aussi à comprendre qu'on n'est pas ici pour payer, mais qu'on est là pour évoluer et avancer. Et ça, c'est un des outils que la numérologie permet. Elle permet aussi de comprendre les cycles, c'est-à-dire connaître son année personnelle, par exemple. Je sais que si je suis dans une année personnelle 7, ce sera une année de remise en question, de redéfinition. Je vais devoir prendre un cahier pour écrire un petit peu tout ce qui me passe par la tête pour vérifier ma vie, si elle me convient. Je sais que si je suis dans une année personnelle 3, il va falloir que je m'ouvre plus aux relations, que je vérifie si mes relations me conviennent et s'il n'y a pas des fardeaux dans mes relations dont je dois me séparer, ou si je ne suis pas moi-même le fardeau de quelqu'un, parce que je le dis souvent, on est tous le toxique de quelqu'un et on est tous le fardeau de quelqu'un. Donc, à un moment ou à un autre, ça permet. L'année personnelle, c'est la date de naissance Alors, en 2026, ajoutée par à exemple, 2026 ouais, pour cette ou année. 2027, ou 28, ou Parce 29, que tu peux aller dans la prévision avec la numérologie.
Tu peux savoir que si aujourd'hui tu es en année personnelle 1, ben, l'année prochaine tu seras en année personnelle 2 et tu peux savoir vers quel cycle tu te diriges. Il y a trois cycles. Un Donc, cycle c'est inférieur. le jour, le mois de naissance et l'année donc, qu'on Si veut. tu es né le 15 du 2, ça fait 17, plus 2026, ça fait 1, donc 17 plus 1, ça fait 18, et tu es né en année personnelle 9. Ouais. Et dans ma numérologie, il y a trois cycles. Il y a le cycle 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8, 9. Et chaque cycle se relie à la voix de la terre, à la voix du cœur et à la voix de l'âme. Donc quand tu es dans une année personnelle 1 ou 2 ou 3, tu travailles vraiment tout ce qui est matériel. Quand tu es dans une année personnelle 4, 5, 6, tu travailles tout ce qui est relationnel avec aussi un équilibre entre le cœur et l'esprit, le cerveau, le mental. Et quand tu es dans une année 7, 8 ou 9, tu travailles plutôt sur tout ce qui est croyance, système de vie, spiritualité, etc. Bien. Merci David d'avoir accepté de répondre à toutes mes questions sur la numérologie karmique. Ben, merci à toi, Et j'espère qu'on aura l'occasion de refaire quelque chose. Et avec merci plaisir. à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je mettrai tous les liens vers la formation, vers le livre, voir l'oracle. Je Euh, mettrai un petit code de réduction pour la formation aussi, comme ça, petit ok, cadeau, 30% de réduction, c'est toujours chouette. d'accord. Bah, tu m'envoies ça par email. Comme ça, je mettrai le bon lien. Et Il puis faut un à très vite. post-it. Le fameux post-it. Un Et à très post-it. vite sur la chaîne de Vous à Bois. Merci à tous, à Au revoir. bientôt.